Mes chers élèves, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril et je souhaite poursuivre avec vous la séquence consacrée à l'Odyssée d'Homère. Hier, lundi 20 avril, je vous ai présenté Homère ainsi que son œuvre. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder la séance 2, Ulysse rencontre le Cyclope. Donc, je vais vous demander, avant toute chose, de prendre votre cahier, de sortir votre trousse, de sauter donc de ligne après le travail d'hier. Vous sautez de ligne et vous notez le titre de la séance, séance 2, Ulysse rencontre le Cyclope. Vous avez sur votre droite une représentation du Cyclope, une gravure en fait, qui a été réalisée par Johann Heinrich Wilhelm Tischbein et donc qui s'intitule Figure d'Homère dessinée d'après l'Antique. Est-ce que vous y êtes? Ça y est, vous avez noté le titre? Alors, je souhaiterais avant toute chose vous rappeler brièvement le périple d'Ulysse en Méditerranée pour savoir où nous en sommes. Donc, vous savez que Ulysse est parti de Troie, d'accord, la ville de Troie qui a été gagnée par les Grecs. Ensuite, il a découvert les Kyclones en Thrace. Le bateau d'Ulysse a dérivé jusqu'au Cap Malais que vous avez ici. Et en fait, du Cap Malais, Ulysse est parti du côté de la Tunisie à la découverte des lotophages. Je ne dis pas qu'il y est allé volontairement, bien évidemment. Et le chapitre que nous allons analyser se situe ici, d'accord? Les Cyclopes, c'est-à-dire qu'en fait, Ulysse va se retrouver au nord de la Sicile. Et c'est au nord de la Sicile, effectivement, qu'Ulysse va découvrir le sauvage Polyphème. Ulysse ensuite donc découvrira différentes peuplades, fera connaissance de la déesse Circé, devra affronter les sirènes et enfin Charybde et Scylla. D'accord? Donc pour l'instant, nous en sommes ici. D'accord? Le chapitre consacré au Cyclope, c'est ce chapitre-là, une fois encore, que je souhaite analyser avec vous. C'est bon? En fait, on pourrait identifier dans ce périple une partie qui concerne la découverte des monstres et des dieux. Cette partie-là précisément que je vais agrandir. Enfin, agrandir, je veux dire plutôt que je vais commenter, d'accord? Donc voici cette partie que vous avez là. Et donc je vous disais que c'est une partie du voyage, une partie du périple qui concerne les dieux, les monstres, ou les êtres humains qui se comportent de manière monstrueuse. Voyons voir. Donc on part des lotophages, les cyclopes, Circé, les sirènes, Charybde et Scylla. Donc en avant pour la découverte de ce périple. Donc Ulysse va déjà découvrir les mangeurs de lotus qu'on appelle donc les lotophages. Ici vous voyez représenter une eau forte réalisée par un certain Van Tulden. Je vais agrandir l'image pour que vous la voyez davantage. Voilà, donc on voit ici Ulysse avec les lotophages. D'accord? Première étape dans, on va dire, cette partie du périple. Je poursuis ensuite avec donc le monstre Polyphème. Ulysse et ses compagnons aveuglant Polyphème, c'est là, en fait ici un détail d'un plateau grec que vous voyez représenté ici. C'est une coupe laconienne. Je vais une fois de plus agrandir l'image. Voilà, donc regardez, ici, on voit effectivement donc Ulysse qui perce l'œil, crève l'œil du monstre Polyphème. On va voir de toute façon ce passage-là aujourd'hui. D'accord? On poursuit. Vous savez que j'ai sauté des étapes entre les Cyclopes et Circé. Ulysse donc se confrontera à Hélole et ensuite à des cannibales. Donc la déesse Circé ici correspond à une nouvelle étape du périple que nous analyserons en classe. Voilà, je vous montre donc ici la déesse Circé. Donc, cette déesse sera extrêmement importante pour Ulysse car elle lui permettra d'éviter des dangers ou de les affronter avec disons, une certaine prudence, d'accord? Ici, vous avez un tableau de John William Waterhouse qui s'intitule Circé offrant la coupe à Ulysse. Je poursuis mon analyse. Alors, après Circé, nous avons donc les sirènes. Les voici.
Donc en fait, les sirènes sont des êtres hybrides, moitié femme, moitié oiseau, et non pas poisson comme on le pense, en tout cas pas dans l'œuvre d'Homère, d'accord? Vous avez ici une autre toile de John Waterhouse, d'accord? Je vous rappelle qu'en fait, ce peintre est spécialisé en quelque sorte dans la mythologie, s'intéresse beaucoup à des sujets, s'intéresse beaucoup aux sujets mythologiques, et c'est la raison pour laquelle je serai amené à le citer assez souvent. Voilà donc, il ne me reste plus que Charybde et Scylla que nous avons ici. Voici donc une image qui représente en fait les 6 têtes de Scylla. Vous voyez, si vous comptez les têtes, il y en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra que la description du monstre Scylla est extrêmement précise dans l'œuvre d'Homère. En fait, ce que vous voyez représenté ici, ce sont les différents textes que nous allons analyser en classe à l'exclusion des lotophages, que je supprime. Voilà. Donc, le texte d'aujourd'hui concerne Ulysse et ses compagnons aveugles en Polyphème. J'encadre, voilà, le passage en question. Après avoir abordé ce texte-là, nous travaillerons donc sur la déesse Circé, le passage consacré à la rencontre de Circé. Ensuite, il y aura bien sûr Ulysse et les sirènes, qui est un incontournable. Enfin, donc, Ulysse et Scylla. Alors, en avant, voici maintenant le texte donc d'Homère, extrait de l'Odyssée, la rencontre de Polyphème le Cyclope. Je vous lis le texte, c'est ce texte-là que nous allons analyser aujourd'hui. De là, nous arrivons au pays des yeux ronds, brutes, sans foi ni loi, qui dans les immortels ont tant de confiance qu'ils ne font de leurs mains ni plan ni labourage. Chez eux, pas d'assemblée qui juge ou délibère, mais, au haut des grands monts, au creux des cavernes, chacun, sans s'occuper d'autrui, dicte sa loi à ses enfants et femmes. Nous eûmes vite atteint l'endroit, d'ailleurs tout proche, où sur le premier cap et dominant la mer, s'offrait à nos regards une haute caverne ombragée de lauriers. C'est là que notre monstre marin avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne, mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant! Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts. Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le vaisseau sans bouger de la grève. Mais je pars, n'emmenant que 12 hommes d'élite que j'avais désignés. J'emportais avec moi une outre en peau de chèvre de ce vin noir si doux. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui. Il était au pacage avec ses gras moutons. Nous entrons dans la grotte et faisons la revue. Clés chargées de fromage, agnelets et chevreaux. Dans les enclos bondés, chaque âge avait ses stalles, les aînés par ici et les cadets par là, plus loin les nouveau-nés. Des vases en métal, tous regorgeant de lait, les terrines, les seaux qui lui servaient à traire. Nous faisons du feu et nous mangeons des fromages, puis, dans la grotte assis, nous restons à l'attendre. Le voici qui revient ramenant son troupeau. Il porte à pleine charge un tas de branches mortes pour le feu du souper. Sous la voûte, il les jette avec un tel fracas qu'éperdus, nous fuyons au fond de la caverne. « Étranger, votre nom, d'où nous arrivez-vous sur les routes des ondes? Faites-vous le commerce? N'êtes-vous que pirate qui follement courez croisés sur les flots et risquant votre vie, vous en allez piller les côtes étrangères ?» Il disait. Nous sentions notre cœur éclater sous la peur de ce monstre et de sa voix terrible. Mais que faire? Je prends la parole et lui dis. Nous sommes Achéens, nous revenions de Troie, mais les vents de toute air nous ont fait hors de route errer sur cet immense abîme de la mer. Quand nous comptions rentrer, quel chemin, quel voyage pour venir jusqu'ici? C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et quelqu'un des présents que l'on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami, tu vois des suppliants,
Zeus se fait le vengeur du suppliant, de l'hôte. Zeus est l'hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les respecte. Tu fais l'enfant, mon hôte, ou tu nous viens de loin. Tu veux que moi, je craigne et respecte les dieux? Sache que les yeux ronds n'ont à se soucier ni des dieux fortunés, ni du Zeus à l'égide. Nous sommes les plus forts. Non, sans aucun égard pour la haine de Zeus, je ne t'épargnerai, toi et tes compagnons, que s'il plaît à mon cœur. Mais, sur mes compagnons s'élançant, mains ouvertes, il en prend 2 ensemble, et comme petit chien, il les rompt contre terre, leur cervelle coulant sur le sol, la rosée. Puis, membre à membre, ayant déchiqueté leur corps, il en fait son souper. À le voir dévorer, on eût dit un lion nourrisson des montagnes. Entrailles, viande, moelle, eau, il ne laisse rien. Nous autres, en pleurant, tendions les mains vers Zeus, voir cette œuvre d'horreur, se sentir désarmés. Quand enfin le cyclope a la panse remplie de cette chair humaine et du lait non mouillé qu'il buvait par-dessus, il s'allonge au milieu de ses bêtes dans l'antre. Bien, j'en ai terminé avec la lecture du texte, donc maintenant on va commencer à prendre des notes sur ce texte-là, des remarques. Dans un premier temps, je vais donc vous livrer un questionnaire sur ce texte-là, et dans un deuxième temps, je ferai un travail sur le vocabulaire, d'accord? Tous les mots constitués à partir du radical cycle, d'accord? Puisqu'il s'agit du cyclope, c'est clair? Donc en avant pour le questionnaire sur le texte. Je vais vous demander, après avoir noté le titre de la séance 2, de sauter 2 lignes, marquées grand 1, question sur le texte. En avant. Donc, vous n'allez pas recopier les différentes questions que vous voyez à l'écran, vous allez simplement copier les réponses, ça ira beaucoup plus vite. Est-ce que c'est clair? Donc, voici les différentes questions que je suis susceptible de vous poser. Première question, comment le cyclope est-il nommé dans le texte, d'accord, que nous allons traiter? Pour l'instant, vous ne notez rien, vous avez juste marqué le grand 1. Deuxième question, quelles sont les différentes activités du cyclope? Troisième question, relève 2 comparaisons qui soulignent la force physique et l'animalité du personnage. Pour faire ce travail, j'ai pris en fait des fragments importants de ce chapitre que j'ai mis bout à bout pour que vous ayez tous sur la même page. Je vous montre cela tout de suite. Voilà, vous voyez ici, vous avez une page effectivement. Je vais la réduire, là c'est mieux comme ça. Vous avez une page avec les fragments qui vont vous permettre de répondre au questionnaire. La première question est donc la suivante. Comment le cyclope est-il nommé dans le texte? Je vous montre le texte en question, il est ici. Voilà. Alors regardez attentivement. Je vais prendre ici ma fonction encadrée, et je vais chercher ce qui concerne le cyclope dans le texte. Alors là, je vois par exemple notre monstre humain. Vous voyez l'expression ici, et une autre expression qui va désigner le cyclope ici, le monstre étonnant. Plusieurs fois, en fait, c'est cette expression qui se répète. Si je regarde la deuxième colonne, par exemple, j'ai ce monstre ici. Je vais donc revenir, voilà, au texte que j'ai laissé, et je vais donc répondre de la manière suivante. Je vais donc écrire le cyclope. Allez-y, notez-le. Le cyclope est désigné par plusieurs groupes nominaux. Vous pouvez écrire GN plutôt que groupes nominaux. Le cyclope est désigné par plusieurs groupes nominaux étendus. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le cyclope est désigné par plusieurs groupes nominaux étendus contenant le nom monstre. Et vous marquez ensuite un monstre humain, un monstre étonnant. Donc je répète, le cyclope est désigné par plusieurs groupes nominaux étendus contenant le mot monstre, un monstre humain, un monstre étonnant. Vous savez que vous pouvez faire pause dans l'enregistrement pour pouvoir prendre le temps de copier ce qu'il est nécessaire de copier. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce qu'on appelle un groupe nominal étendu. Par exemple, donc, dans le texte, nous avons l'expression « le monstre étonnant », d'accord? Je peux diviser d'ailleurs ceci en mots, voilà, ça sera fait comme ça. Voilà, en fait, qu'est-ce que je constate ici? Je constate que j'ai un déterminant, le,
un nom monstre et un adjectif qualificatif, étonnant. Si j'enlève l'adjectif qualificatif, ici j'ai ce qu'on appelle un groupe nominal simple. C'est clair? Groupe nominal simple, le monstre. Oui. Si je rajoute l'adjectif qualificatif, ici, j'ai un groupe nominal étendu, d'accord? Le monstre étonnant, effectivement. Voilà, j'ai un nouveau groupe nominal. Le monstre étonnant. Alors, vous sautez une ligne, nous passons donc à la deuxième question. Quelles sont les différentes activités du cyclope? Vous avez remarqué que je n'ai pas marqué petit 1, petit 2, petit 3, ce n'est pas grave. Hein. On a déjà marqué grand 1, question, ça suffit. On saute des lignes pour bien démarquer effectivement les remarques, hein, pour bien les isoler les unes des autres. Quelles sont les différentes activités du cyclope? Je vais donc me reporter à la page ici pour chercher ces différentes activités. Alors, est-ce que vous avez une idée des différentes activités du cyclope? Par exemple, je pourrais interroger, pourquoi pas... allez Farah, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu as raison, nous avons effectivement une première activité qui consiste à faire paître les troupeaux ici, très juste, d'accord? Le cyclope est donc un berger. C'est là qu'il vivait, seul, à faire paître ses troupeaux. Ensuite, que fait le cyclope? Parce que bon, il faut quand même bien occuper ses journées, d'accord? Il n'est pas confiné, mais voilà. Donc, je vous écoute. Effectivement, on sait qu'à un moment donné, le cyclope va ramasser du bois. À la ligne 29, aux lignes 29-30 que vous avez cette indication, regardez. Il porte à pleine charge un tas de branches mortes pour le feu du souper. Sous la voûte, il les jette avec un tel fracas qu'éperdu, nous fuyons au fond de la caverne. Ensuite, que fait le cyclope? Donc, nous avons dit que le cyclope donc fait paître effectivement ses troupeaux, qu'il ramasse du bois. Et une dernière chose, que fait-il ensuite? Je vous écoute. Eh bien, le cyclope fait des fromages, comme c'est indiqué entre les lignes 20 et 27, je cherche. Voilà, on a des clés chargées de fromage, effectivement, ici, d'accord. Nous mangeons des fromages, voilà l'indication que vous avez là. Ça va, c'est clair? Donc, les activités du cyclope se réduisent à ce qui est surligné ici en bleu. En revanche, il y a une chose que le cyclope ne fait pas, regardez. Le cyclope ne pratique pas l'agriculture. C'est bien indiqué ici, d'accord? Au début, regardez. De là, nous arrivons au pays des Hurons, brutes sans foi ni loi, qui, dans les immortels, ont tant de confiance qu'ils ne font de leurs mains ni plan ni labourage. Donc, ce sont des êtres qui ne connaissent pas l'agriculture, des êtres sauvages, primitifs. J'y reviendrai. Bien, donc nous allons répondre à la question. Quelles sont les différentes activités du cyclope? Allez à la ligne et vous notez. Donc, le cyclope fait paître son troupeau. Il ramasse du bois pour cuisiner et fait des fromages, d'accord? Donc je répète, le cyclope fait paître son troupeau, il ramasse du bois pour cuisiner et fait des fromages. Alors, la dernière question est la suivante. En fait, c'est pas une question, c'est plutôt une injonction. On vous demande de relever deux comparaisons qui soulignent la force physique et l'animalité du personnage, de la ligne 11 à 15 et de la ligne 67 à 73. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on appelle une comparaison? Vous prenez deux réalités que vous allez rapprocher, d'accord, à l'aide d'un outil de comparaison. C'est-à-dire qu'on voit bien la différence entre les deux réalités. Ça va? C'est clair? Je vais y revenir avec un dessin, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va trouver par exemple si je vous dis le vaisseau d'Ulysse est comme un météorite. J'en sais rien, j'invente. Si je veux par exemple évoquer pourquoi pas la rapidité, d'accord? Donc le vaisseau d'Ulysse est comme un météorite. Bon, c'est une comparaison. Et donc on va chercher des comparaisons dans le texte de l'Odyssée. L'objectif c'est de chercher des comparaisons qui traduisent, on a dit, la force physique du cyclope. Voici donc le texte. Je reprends, je cherche donc deux métaphores qui traduisent, comme je vous l'ai dit, la férocité du cyclope, sa force surhumaine. La première métaphore, donc, je vais la trouver à quel endroit? Je vais la trouver par ici. Regardez, voilà. Je vous la montre.
on aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts, d'accord? Est-ce que vous connaissez le mode et le temps de ce verbe-là? On aurait dit, en fait, c'est du conditionnel passé, d'accord? On peut d'ailleurs remplacer le conditionnel passé ici, qui est de la première forme, par du conditionnel passé, deuxième forme. On eût dit plutôt, mais c'est beaucoup plus littéraire. Donc ça, c'est la première, effectivement, la première comparaison. La deuxième comparaison est ici, regardez, en fait, elle est à ce niveau-là, voilà. Donc, quand Polyphème, effectivement, dévore les compagnons d'Ulysse, donc on a encore une fois, regardez, on eût dit un lion nourrisson des montagnes, entrailles, eau, moelle, etc., etc. Je vais arrêter ici parce qu'en fait la métaphore ne va pas, la comparaison, pardon, ne va pas plus loin. Et regardez ici d'ailleurs, c'est intéressant. On eût dit ici, c'est du conditionnel passé deuxième forme, d'accord? Donc on a deux manières différentes de dire les choses. On aurait dit ou on eût dit. Ça va? Je vais noter maintenant ces deux comparaisons dans l'espace prévu à cet effet. Donc vous notez la réponse suivante. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Tenez, voilà. Les deux comparaisons sont les suivantes. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts et on eût dit un lion nourrisson des montagnes. D'accord? Donc je répète. Les deux comparaisons sont les suivantes. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts et on eût dit un lion nourrisson des montagnes. Alors, je voudrais maintenant faire une petite parenthèse sur la comparaison et son équivalent, la métaphore, d'accord? Parce que ces deux figures sont des figures qui sont appelées figures d'analogie. Je vais prendre la première comparaison que nous avons notée dans la réponse. La voici. Je vais vous la lire, elle est là. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts. C'est bon? Donc c'est celle-ci qui m'intéresse. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts, vous l'avez déjà noté. Et l'action que je me pose maintenant, c'est de savoir quel lien vous faites entre cette comparaison et l'image que vous avez ici. Alors, regardez attentivement. En fait, quand on dit, on aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher du sommet des monts, on fait référence au cyclope. On fait donc référence au cyclope qu'on va comparer à quoi? Qu'on va comparer à une montagne. Ce que nous avons bien ici, regardez. Ici, nous avons effectivement le cyclope, d'accord? On le voit, il n'a qu'un œil. Le cyclope est effectivement ici comparé implicitement à une montagne rapprochée d'une montagne. Pourquoi? Parce qu'on voit que les deux sont très proches et se ressemblent. Regardez au niveau des couleurs, par exemple, d'accord? Et même au niveau de la forme. Avant de poursuivre l'analyse, je vous rappelle la définition de la comparaison. La comparaison est le rapprochement de deux réalités à l'aide d'un outil de comparaison. La métaphore, en revanche, est le rapprochement implicite sans outil, d'accord? On parlera ici de deux figures de style, la comparaison, la métaphore. C'est clair? Bon, et d'après vous ici, quand je regarde attentivement, qu'est-ce que j'ai quand je regarde donc la couverture? La première de couverture d'une édition de l'Odyssée, l'édition proposée par Folio Junior, est-ce que j'ai ici une comparaison ou une métaphore? Eh bien, vous allez me répondre que forcément, c'est une métaphore. Pourquoi? Parce que quand on a une image, on ne peut pas avoir tout de suite comparaison, d'accord? Ou alors, on va présenter de manière schématique les réalités. On peut mettre par exemple un dessin égal et un autre dessin. Le signe égal signifie que vous comparez, d'accord? Quand on a une image en général, c'est la métaphore qui prévaut, d'accord, sur la comparaison. Donc, je reviens à l'image. Il y a bien deux réalités sur l'image. Cette première réalité qui donc représentera le cyclope, d'accord, ici, et la deuxième réalité qui est la montagne. On voit bien ces deux réalités, mais on est bien en présence en revanche d'une métaphore
Parce que ces réalités ne se distinguent pas l'une de l'autre, regardez, elles ne sont pas séparées. Je les ai séparées pour les besoins de mon analyse et effectivement, on aurait pu parler d'une comparaison si j'avais eu entre les deux un signe mathématique, d'accord, ou si j'avais eu, pourquoi pas, un mot, le mot comme, aurait pu faire office ici d'outil de comparaison s'il avait été noté sur l'image. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc ces deux réalités fusionnent complètement l'une avec l'autre, de telle manière qu'on n'arrive plus véritablement à distinguer le cyclope de la montagne, d'accord? Ce sont deux réalités parfaitement indivisibles. Je pourrais ici imaginer, voilà, cela forme comme une sorte d'ensemble. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pardon. Alors, nous allons traiter maintenant une dernière question qui va porter en fait sur la relation entre la civilisation et la barbarie, d'accord? Voici la question. Pourquoi, d'après le texte, le cyclope est-il un sauvage? Alors, est-ce que vous avez une petite idée? On va reprendre le texte. Plusieurs éléments dans le texte nous permettent de dire que le cyclope se comporte comme un sauvage, c'est-à-dire comme un être qui n'est pas civilisé. Je vais ici, regardez ici, le texte est interactif en fait. Quand je vois apparaître effectivement la croix, ça signifie qu'il y a un élément qu'il faut que j'agrandisse et qui va me montrer effectivement que ce cyclope est un sauvage. Celui-ci par exemple, regardez, brut, sans foi ni loi. On est bien ici en présence donc d'un élément du texte qui montre que le cyclope est un sauvage. Prenons un autre élément éventuellement. Donc, hop, en voici un autre ici, qui ne font de leurs mains ni plan ni labourage. Que peut signifier l'expression donc qui ne font de leurs mains ni plan ni labourage? Eh bien, ça signifie tout simplement que les cyclopes ne connaissent pas l'agriculture, d'accord? Voilà, ici. Donc, je vais couper l'autre morceau du texte. On poursuit, donc on cherche d'autres éléments dans le texte qui montrent effectivement que, hop, là je vois quelque chose, de quoi il s'agit, qui montre que le cyclope est un sauvage. Regardez un peu l'expression ici, elle est intéressante. Ah, le monstre étonnant. Ah, le monstre étonnant, il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. Si je regarde attentivement cette expression-là, ah, le monstre étonnant, il n'avait rien d'un bon mangeur de pain d'un homme, je peux établir une relation entre cet élément du texte et cet autre élément que l'on voit sur la droite, d'accord, ici. Quel est le lien? Le lien, c'est qu'en fait, pour pouvoir manger du pain, il faut forcément connaître l'agriculture, parce qu'on a besoin de blé pour faire du pain. Autrement dit, Homère ici insiste sur le fait que l'agriculture est un symbole de la civilisation, un signe de la civilisation. Allez, je poursuis mon enquête, je cherche donc des formules qui montrent que le cyclope, effectivement, est un sauvage. Là, je vois par exemple, apparemment, on a un élément interactif que je vais donc agrandir ici. Voilà. Alors, sache que les yeux ronds n'ont à se soucier ni des dieux fortunés, ni du Zeus Allégide. Nous sommes les plus forts. La loi du plus fort est aussi ce qu'on appelle la loi de la jungle, d'accord? C'est la loi qui préside à la vie animale. Donc le cyclope ne se comporte pas comme un homme, d'abord parce qu'effectivement, il se conforme en quelque sorte à cette loi du plus fort. La deuxième chose qui fait que ce cyclope n'est pas un homme, c'est qu'en fait, il méprise les dieux. Il n'a pas de religion, il n'a pas de croyance et il n'a pas de culte non plus. D'accord? La dernière chose ensuite importante dans la question concernant la sauvagerie, regardez évidemment, c'est là, voilà. Donc, on a l'expression « il en fait son souper ». Donc, que se passe-t-il? Le cyclope va effectivement dévorer les compagnons d'Ulysse et les dévorant, il va se comporter de manière, comment est-ce qu'on dit? Pardon, comment est-ce qu'on dit? De manière
cannibale. Le cannibalisme consiste effectivement à manger son semblable pour se nourrir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est réunir toutes les informations. Vous avez vu le collage que j'ai réalisé sur le texte pour vous aider. On va réunir toutes ces informations dans un paragraphe rédigé. Oui? La question était donc la suivante. Pourquoi, d'après le texte, le cyclope est-il un sauvage? Donc vous prenez votre stylo et vous allez copier la réponse petit à petit, pas à pas. D'accord? On commence par une phrase amorce. Le cyclope est un être sauvage pour plusieurs raisons. D'accord? Vous n'indiquez pas les raisons tout de suite. C'est pour ça que je parle de phrase amorce. Le cyclope est un être sauvage pour plusieurs raisons. C'est bon, vous l'avez noté? En avant. D'abord, il n'appartient à aucun groupe socialement organisé. Donc je répète, d'abord, il n'appartient à aucun groupe socialement organisé. Donc vous voyez que je travaille par étapes. Première étape, la phrase amorce. Le cyclope est un être sauvage pour plusieurs raisons. Deuxième étape, je donne la première des raisons. D'abord, il n'appartient à aucun groupe socialement organisé. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un connecteur logique, d'accord? D'abord. Quand je dis d'abord, forcément, il va y avoir un ensuite et un enfin, d'accord? J'organise ma pensée. C'est clair pour tout le monde? Alors, on poursuit. D'abord, il n'appartient à aucun groupe socialement organisé. Comme ses congénères, il vit, ouvrez les guillemets, sans s'occuper d'autrui. Donc vous marquez, comme ses congénères, il vit sans s'occuper d'autrui. Comme ses congénères, il vit sans s'occuper d'autrui. Ici, vous voyez qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle une citation du texte, d'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des guillemets. Citation du texte. Oui? Donc je répète, comme ses congénères, il vit sans s'occuper d'autrui, c'est-à-dire des autres. Je poursuis. En avant, la suite. On a bien dit qu'il y avait plusieurs raisons. Pour l'instant, je n'ai énuméré qu'une seule raison, d'où l'utilisation du mot d'abord. C'est clair? En avant. Alors la deuxième raison, la voici. Ensuite, il ignore l'existence de l'agriculture. Donc vous voyez que ma pensée, première raison d'abord, la deuxième ensuite. Donc vous marquez bien, ensuite, il ignore l'existence de l'agriculture. Allez, je vous relis ce texte. Le cyclope est un être sauvage pour plusieurs raisons. D'abord, il n'appartient à aucun groupe socialement organisé. Comme ses congénères, il vit sans s'occuper d'autrui, c'est-à-dire des autres. Ensuite, il ignore l'existence de l'agriculture. Je poursuis avec une autre information. Les cyclopes sont sans foi ni loi, écrit Homère, autrement dit, sans religion ni règle de droit. Vous notez cette formule s'il vous plaît. Les cyclopes ignorent l'existence de l'agriculture. Ils sont sans foi ni loi, écrit Homère. Donc vous voyez qu'en fait, dans ma réponse, je cite le texte. La première citation, c'était sans s'occuper d'autrui. La deuxième, c'est sans foi ni loi, d'accord, qui apparaît au tout début du texte. Ça va? Alors, je poursuis. Donc, les cyclopes sont sans foi ni loi, écrit Homère, autrement dit, sans religion ni règle de droit. En fait, quand j'utilise une expression comme celle-ci, quand j'utilise autrement dit, c'est pour reformuler le texte, d'accord? C'est pour montrer que je l'ai compris. C'est le seul moment où j'ai le droit de faire ce qu'on appelle de la paraphrase, d'accord? Donc, je disais, les cyclopes sont sans foi ni loi, écrit Homère, autrement dit, sans religion ni règle de droit. Et je termine, pour finir, et c'est le plus important, le cyclope est cannibale et il ne respecte pas les règles de l'hospitalité. Vous voyez comment j'ai organisé ma réponse? On a les liens logiques suivants, d'abord, ensuite, pour finir. Ces liens logiques me permettent d'organiser ma pensée, d'accord? Il y a comme une sorte effectivement de ligne, d'accord, de canevas pour répondre.
Est-ce que vous avez terminé d'écrire le texte? Donc je répète tout le texte dans son intégralité. La question était la suivante. Pourquoi d'après le texte le cyclope est-il un sauvage? Le cyclope est un être sauvage pour plusieurs raisons. D'abord, il n'appartient à aucun groupe socialement organisé. Comme ses congénères, il vit sans s'occuper d'autrui, c'est-à-dire des autres. Ensuite, il ignore l'existence de l'agriculture. Les cyclopes sont sans foi ni loi, écrit Homère, autrement dit sans religion ni règles de droit. Pour finir, et c'est le plus important, le cyclope est cannibale et il ne respecte pas les règles de l'hospitalité. Alors, comme je le disais, j'aimerais m'arrêter un instant sur le thème de l'hospitalité, d'accord, dont il est question dans le passage situé sur votre droite, passage que je vais vous relire. C'est Ulysse qui prend la parole, d'accord, et qui s'adresse au cyclope. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et quelqu'un des présents que l'on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami. Tu vois des suppliants. Zeus se fait le vengeur du suppliant, de l'hôte. Zeus est l'hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les respecte. La première chose que je vais faire, c'est définir ici deux termes. Je vais définir le terme hospitalité et le mot hôte. J'en profiterai aussi pour aborder l'adjectif qualificatif hospitalier, d'accord? Donc trois termes, hospitalité, hospitalier et hôte, d'accord? Et après, une fois que j'ai terminé ces définitions-là, je pourrais approfondir donc l'étude de ce passage. L'hospitalité est l'action de recevoir et d'héberger chez soi quelqu'un par charité ou amitié, d'accord? Le fait d'accueillir, donc disais-je. Un hôte, c'est justement la personne qui est reçue chez quelqu'un et à qui on donne l'hospitalité. Une personne hospitalière, d'accord, ou qui fait preuve d'hospitalité, d'accord, on dit que Zeus est hospitalier. Une personne donc hospitalière est une personne qui accueille favorablement les gens chez elle, d'accord? Donc Zeus est défini ainsi. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde attentivement ce passage, Zeus apparaît deux fois, d'accord? Et Ulysse demande en fait au cyclope de craindre les dieux. Vous voyez, la formule est soulignée. Crains les dieux, brave ami, dit Ulysse au cyclope Polyphème. Autrement dit, la règle qui consiste à accueillir favorablement les gens, la règle d'hospitalité, est une règle ici qui prend des accents théologiques. C'est une règle religieuse, puisqu'effectivement, Ulysse se place sous l'égide, c'est le cas de le dire, de Zeus, d'accord? Zeus Jupiter, qui est le dieu des dieux. Alors, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie finalement que, que Polyphème, eh bien, a commis un crime qui est absolument atroce, qui est le cannibalisme, mais outre ce crime-là, eh bien, il a commis le crime qui est le non-respect de l'hospitalité. Ça va? Vu la manière dont, vu la manière dont Ulysse évoque l'hospitalité, on pourrait se demander si finalement le crime de Polyphème, si le crime du cannibalisme n'est pas aussi fort que ce crime du non-respect de l'hospitalité dont on parle, d'accord? Je serais d'autant plus amené à le penser que finalement, on pourrait rapprocher le texte d'Homère d'un autre texte qui pour le coup n'est pas d'Homère, mais qui est de la Bible, d'accord? Un texte extrait de la Genèse. Je m'explique. On a une situation. Un cyclope, d'accord, qui ne respecte pas l'hospitalité et qui bafoue cette hospitalité en commettant un acte atroce, c'est-à-dire en faisant un acte violent. Dans la Bible, nous avons aussi, à un moment donné dans la Genèse, des personnes qui ne respectent pas l'hospitalité et surtout qui manifestent cet irrespect par un acte violent. De quoi je parle? Je parle en fait ici du passage qui est consacré à Lot et à ses filles dans la Genèse. Je vais vous montrer un tableau ainsi que le passage de la Bible pour que vous puissiez comprendre. Il s'agit en fait donc du passage consacré à Sodome et Gomorrhe dans la Bible, dans la Genèse, plus exactement dans le chapitre 19 comme je vous le montre ici. D'accord? Vous avez un tableau sur votre gauche qui est de John Martin, intitulé Sodome et Gomorrhe, qui date de 1852. Alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous avez
des personnes ici, regardez que je vous montre, voilà, des personnes qui fuient en fait, donc ce sont des Hébreux qui fuient la ville de Sodome, que l'on voit ici en fait sous les flammes, d'accord? Dieu a effectivement maudit cette ville. Alors que s'est-il passé? Je vais vous lire le texte qui est sur la droite. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui qui est venu comme étranger et il veut faire le juge, eh bien nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Alors j'aimerais souligner un passage. Celui-ci: seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Autrement dit, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, ce passage de la Bible, ce passage extrait de la Genèse, d'accord, donc chapitre 19, évoque le thème de l'hospitalité. Le devoir d'hospitalité est effectivement une loi sacrée. Et comme les hommes de Sodome n'ont pas respecté cette hospitalité, que s'est-il passé? Eh bien, on a eu, comme vous le voyez ici, un cataclysme. Dieu, effectivement, a maudit la ville de Sodome. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, que se passe-t-il? Encore une fois, j'insiste, on a un devoir et un acte. Devoir d'hospitalité que le Cyclope ne respecte pas et qui se traduit par un acte violent. L'acte violent, c'est le cannibalisme. Devoir d'hospitalité pour donc les habitants de la ville de Sodome, qui se traduit par un acte violent, lequel? Un viol. D'accord? C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un outrage, le non-respect d'une règle d'essence divine, qui se traduit ensuite par un châtiment, évidemment. Quel est le châtiment? Dans le texte de la Bible, eh bien, c'est la ville de Sodome qui est détruite par le feu, nous dit le texte chapitre 19, le texte de la Genèse. Et dans le texte d'Homère, quel est le châtiment? C'est l'aveuglement d'Ulysse. Au fait, je suis en train d'y penser, mais le rapprochement entre les deux textes va encore plus loin que je ne le pense. Beaucoup plus loin, parce que regardez, Ulysse crève l'œil du Cyclope, l'aveugle. Or, regardez le texte de la Genèse. Les hommes qui ont été accueillis par Lot, qui sont dans la maison de Lot, sont en fait des anges. Et regardez ce qu'ils font. Ce sont des anges, ils étendent la main, ils font entrer Lot vers eux dans la maison, ils ferment la porte, jusque-là tout va bien, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, c'est-à-dire les gens qui ont voulu commettre le viol, d'accord? Frappèrent d'aveuglement. Bien, alors j'en ai terminé avec cette première partie de l'étude, donc la rencontre du Cyclope, d'accord? En fait, j'avais prévu de faire une vidéo plus longue, mais je vois ça fait déjà 40 minutes que je parle, donc je m'arrête, je vais couper la vidéo, et je ferai, donc vous allez suivre cette étude-là avec une autre vidéo, je vous parlerai de vocabulaire. On va travailler sur le mot cyclope, d'accord? Et le radical cycle. À tout de suite.